Bonjour et bienvenue dans Sportissimo au cœur du sport avec le RCF. Chaque semaine, Philippe Baudillon, président du Racing Club de France, reçoit un invité du monde du sport pour échanger sur son parcours, ses défis, mais aussi sur des sujets d'actualité et sociétaux liés au sport. Pour ce premier épisode, nous recevons Delphine Réau-Racinet, double médaillée olympique en tir sportif. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Delphine. D'abord, je vais te demander de te présenter pour les auditeurs. Je suis donc une ancienne sportive de haut niveau en tir sportif. J'ai intégré le Racing Club de France et donc la section tir en 93. Donc ça fait maintenant une longue histoire. J'ai plus quitté le Racing parce que j'ai senti que j'étais dans une belle et grande famille. Je me suis sentie bien et puis par fidélité aussi. J'y suis restée pour l'ancien président donc, qui m'a précédé, Pierre Hubert. Parce que tu es présidente de la De la section. section tir depuis qu'il nous a quittés, à sa demande à l'époque. J'étais pas très partante au départ parce qu'avec un emploi du temps un peu chargé, parce que sportif de haut niveau, oui, avec un agenda assez conséquent, parce que quand on est sportif de haut niveau, en fait, on n'est pas forcément sans travail à côté. C'est-à-dire que à côté de ma vie sportive, j'ai toujours eu aussi une activité professionnelle, des études. Et du coup, un équilibre pour moi aussi, donc qui m'a permis, je pense, de performer. Alors, on va commencer déjà par ta carrière de sportive de haut niveau, qui est quand même assez exceptionnelle. Comment est-ce que tu as basculé dans le sport de haut niveau? Parce que c'est quand même un parcours assez incroyable. Donc, comment est-ce que tu es arrivé dans ce haut niveau? Alors, je pense que le sport de haut niveau, intuitivement, on l'est ou on l'est pas, hein. C'est-à-dire compétiteur, on l'est ou on l'est pas. Je pense pas qu'on puisse le devenir. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi. Et c'est mon père qui me l'a révélé très tôt. À l'âge de 9 ans, je le suivais déjà un peu partout, à la chasse notamment. Alors, je n'étais pas fan de chasse, mais le tir, et notamment le bal-trap de campagne à l'époque, dans nos campagnes françaises, je trouvais ça ludique et sympa. Et puis, on va dire, j'ai dû commencer à tirer mes premiers coups de fusil avec un petit calibre 410 à l'époque, à un coup. J'avais 9 ans. Et par la suite, vers l'âge de 14-15 ans, mon père m'a dit, bah écoute, il m'a amené sur des stands de tir. Il m'a dit, écoute, si tu veux attaquer vraiment le tir, faire de la compétition, bah t'y vas. Mais t'y vas vraiment. Tu fais pas semblant, tu t'investis, tu t'engages. Et à l'époque, quand j'ai débuté, bon, les Jeux Olympiques, j'y pensais pas. Et puis, au fur et à mesure du temps, donc j'ai commencé par une discipline non olympique tout d'abord, donc la fosse universelle. Vraiment, après la partie bal-trap de campagne, qui a vraiment permis de débroussailler le terrain et puis de voir que j'avais une appétence pour la compétition. Et puis quand j'ai découvert la fosse olympique et les Jeux olympiques, alors là, j'ai très vite basculé en 94 en fait, quand j'ai intégré, j'étais en équipe de France, donc FFBT pour la fosse universelle, et en équipe de France FF tir, donc en fosse olympique avec la FF tir. Et à cette époque-là, en fait, j'ai fait le choix de la fosse olympique parce que l'olympisme m'attirait. Voilà. Alors, juste, la fosse Ouais. olympique, pour ceux qui ne sont pas initiés, Alors, c'est pour quoi? ceux qui ne sont pas initiés. Alors, c'est issu du bal-trap, c'est-à-dire qu'en gros, on tire sur des assiettes qui volent. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a 15 machines qui sont dans une fosse, recouverte d'une dalle de béton. Et là, en fait, on a 5 postes de tir qui sont positionnés en fait face à cette fosse, mais 15 mètres plus loin. Et donc, en gros, nous, on est positionné à l'arrêt. Donc, je fais le geste pour que ce soit plus simple à comprendre. On est à l'arrêt, on commande, et là, le plateau va sortir soit à droite, soit à gauche, soit en face. Et comme on tire 25 plateaux et qu'il y a 15 machines, il y en a à chaque fois, à chaque poste, on aura forcément deux droites, deux gauches, un face. Et comme c'est aléatoire, par exemple, je suis au poste 1, je tire le plateau droite, donc je sais qu'à ce poste-là, il me restera plus qu'un droite, D'accord. deux Il y a gauches, une un logique quand face. même. Il y a une logique. Et puis après, donc comme on est 6 tireurs maximum, puisqu'il y a 5 postes de tir, et puis derrière le poste 1, en fait, il y a un tireur ou une tireuse qui attend son tour, parce qu'on tire en fait les uns après les autres. Et D'accord. on tourne en fait sur les postes Mais de comment tir. est-ce qu'on est sur une discipline de ce type qui est un peu particulière quand même? Bah, parce que moi, pour le coup, c'est mon père qui m'a fait découvrir et qui m'a amené sur des stands où ces disciplines-là étaient praticables.
Et c'est vrai que alors il y a toujours, une difficulté, c'est la distance pour aller sur des stands, parce que ça génère quand même un peu de bruit. Donc on peut pas être à côté des maisons, par exemple. Il faut quand même être dans des endroits assez, tranquilles, et notamment je me suis entraînée, pendant de longues années à Gonesse, mais en fait là où juste, au-dessus de nos têtes passent les avions, c'est moins dérangeant que, Oui. juste à côté des maisons, voilà. Alors, tu parles beaucoup de ton père. Comment est-ce que pour une athlète de haut niveau, l'environnement familial, quel est son impact, quelle est son importance? Comment est-ce que tu le vois, toi? Alors, moi, tout d'abord, au tout début, avant que le Racing m'aide aussi à construire ma carrière, financièrement, sans mon père, enfin, ça reste, voilà, c'est un investissement. Alors, il y a à la fois effectivement des distances, donc il fallait qu'il m'emmène, hein, à l'époque où j'avais pas encore mon permis. Et puis après, enfin, ça engage des frais. Il faut acheter un fusil au tout début. Donc, le premier fusil, c'est mon père qui me l'a acheté. Après, une fois qu'on fait des résultats au niveau international, on arrive à trouver des sponsors. Mais je veux dire, le tout début de l'histoire, s'il n'y a pas une aide des parents et un accompagnement, pas que financier, c'est-à-dire vraiment un engouement, même si ma mère, elle n'y connaissait rien en tir, elle était derrière moi. Ma sœur, pareil, c'était plutôt l'équitation, elle était derrière moi. Donc c'est vrai que le cadre familial, c'est une excellente base. Après, il faut un entraîneur. Et donc moi, le premier entraîneur que j'ai eu et qui m'a quand même accompagné pendant quasiment toute ma carrière, même s'il était en retrait plus tard, c'est Lino Percello. C'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'estrier et qui m'a accompagné tout le temps, que j'ai consulté maintes et maintes fois au cours de ma carrière. Après, il y a eu l'entraîneur national Marc Ménessier qui a repris le flambeau en équipe de France, donc ça aussi. Et puis après, on se fait aussi accompagner éventuellement d'une personne sur le plan mental. Mais il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut pas être tombé dans le gourou. Il faut en fait que le préparateur mental soit capable de rendre l'athlète indépendant. C'est-à-dire que moi, mon préparateur, il n'est jamais venu sur un centre de tir. Je ne voulais pas qu'il vienne. Parce que moi, quand j'étais à l'étranger sur des compétitions, j'étais seule. Donc, il fallait que je sois capable d'utiliser tout son enseignement seule à l'étranger et d'en faire ensuite après le débriefing. Alors, tu as un parcours olympique assez extraordinaire parce que tu as eu des hauts, Oui, tu as eu des bas, oui. mais tu as eu des hauts après des bas. Donc, ça, c'est quand même assez incroyable de savoir rebondir aussi fortement. Alors, tu es double médaillé Mm. olympique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces deux grands moments et puis les moments un peu plus bas? Oui, alors la première médaille olympique à Sydney, c'est la médaille de la découverte. Je gagne le quota olympique en finissant troisième du championnat du monde en 99. Dans la foulée, je gagne la finale des Coupes du Monde au Koweït. Je gagne la Coupe du Monde pré-olympique à Sydney en mars 2000, pardon. Et, et là, donc je pars au jeu. Je me sélectionne, bien sûr, parce qu'on gagne le quota pour le pays et ça aura toute son importance pour le bas d'après. On gagne donc le quota dans sa catégorie pour notre pays, mais après, le pays décide de mettre en place des sélections ou décide que l'athlète qui gagne le quota part au jeu. Et donc, je me C'est ce sélectionne. qui se passe pour C'est, certaines disciplines en ce moment, pour les ah, JO de mais c'est Paris, ce qui se passe depuis et toujours. c'est chaud. C'est compliqué. Oui. Ça peut être très, très compliqué. Ça peut être très douloureux pour les athlètes qui ont gagné la place et qui partent pas forcément au jeu. Alors après, je peux comprendre qu'il y ait des choix différents qui soient faits par les fédés en cas de grosse méforme de la personne qui a gagné le quota. Mais quand c'est pas le cas, c'est pas compris. Et du coup, après, donc Sydney, c'est la découverte. C'est moi le rêve, hein, l'Australie, quoi. Enfin, à l'autre bout du monde. Mon but, c'était d'aller faire chanter la Marseillaise là-bas. J'étais vraiment partie. Une vraie combattante, quoi. Donc j'y suis allée du coup seule, sauf bien sûr grâce à la fédération, avec un entourage quand même, des kinés, des Ouais. médecins, bon, voilà. Mais ça, c'est la découverte. Et puis après cette découverte, donc je gagne cette médaille. Donc alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Je pars au jeu, je gagne une médaille d'argent. Bon, je me dis c'est pas mal. Et je commence à travailler en janvier 2001. Là où j'avais dit, une fois que j'ai cette médaille, j'avais eu mon examen final juste avant l'expertise comptable, donc en 2000. Et après, je dis, voilà, en janvier 2001, je travaille. Et j'essaye de trouver un équilibre entre les deux pour pouvoir poursuivre. Donc, c'est une première difficulté quand même, hein, parce qu'il faut s'organiser, c'est pas simple. Et puis, j'étais dans le monde financier, dans le monde de l'audit, c'est pas forcément bien compris, l'esprit sportif et autres.
C'est ce que je peux comprendre, hein, Ça a ça un fait peu un peu évolué peur. depuis, Ça mais év Alors, si, ça a évolué, mais il y a toujours des craintes et après, en fonction des structures qui accueillent les sportifs, c'est plus ou moins difficile parce oui, que quand l'athlète n'est pas là, il n'est pas là et bien normalement, il est sûr. censé produire un travail. Donc après ça, en juin 2003, je gagne une coupe du monde en Espagne, je gagne le quota pour la France, pour les Jeux d'Athènes. Je perds mon emploi en septembre 2003 et du coup là, je deviens bancale. C'est-à-dire que là, je commence à avoir peur de perdre ma place. Et ça a été un enseignement toute ma vie d'après, en fait. C'est-à-dire la peur de perdre quelque chose entraîne la perte, souvent. Je l'ai constaté à maintes et maintes reprises. Donc, il faut arrêter d'avoir peur et il faut se dire, bah, j'ai gagné ce quota, je suis donc en capacité, je sors d'une médaille olympique, qu'est-ce qui peut m'arriver? Sauf qu'à l'époque, voilà, il y a cette fragilité. J'ai l'impression que ma fédé me lâche un peu. Elle met en place un mode de sélection complexe, long, pénible pour tout le monde. Et moi, du coup, j'ai l'impression qu'on me fait plus confiance. Et là, je perds le contrôle. Là, je perds le truc de ma vie, quoi. C'est-à-dire que les jeux, pour moi, ça représente, c'est mon leitmotiv, quoi. Donc là, je perds le truc. Alors, il m'a fallu 15 jours quand même pour m'en remettre. Il m'a fallu 15 jours où j'étais face à moi-même et en me disant, bon, tu fais quoi? Tu laisses tomber ou tu y retournes? Ouais, j'ai du mal à laisser tomber. Franchement, je sais pas faire ça. Je sais pas faire parce que je me dis non, Tu sais comment je t'appelle, hein? oui, Je ne lâche jamais rien. voilà, c'est ça, c'est C'est ça, madame, je ne lâche jamais c'est rien. ça. Je ne Et je lâche pense pas. que là, c'est la preuve C'est de exactement ta ça. ténacité. Mais la C'est ténacité, c'est fondamental aussi. exactement. Et du coup, là, je repars au combat. Je retrouve un job. Donc, je rentre chez Bouygues en juin 2005, dans la construction, dans le contrôle financier. Et là, ils m'aménagent mon temps. Et c'est rigolo parce que j'arrive chez eux en juin, je fais tout de suite l'appendicite, hein, histoire qu'ils ne me voient pas trop au début. J'enchaîne sur les Jeux méditerranéens à Almeria, en Espagne, que je gagne. Et là, je me dis, ça y est, quoi, on est reparti. Et maintenant, direction Pékin. Donc, Pékin, ok, je gagne le quota en faisant troisième d'une Coupe du Monde à Saint-Domingue en 2007. Là, le mode de sélection évolue, c'est-à-dire que la fédération, tout comme moi, on a, je pense, tiré les enseignements de ce qui s'était produit en 2004. Je pense que chacun avait sa part de responsabilité. Moi, j'avais la mienne et eux également. Euh, on est reparti sur de bonnes bases. Ils ont changé ces modes. Je me suis sentie plus entourée, plus soutenue, Plus en confiance. plus en confiance. J'avais mon job. La seule chose que j'avais mal gérée, c'était justement le planning, la gestion du planning entre vie pro et vie sportive. Et vie personnelle, Et vie qu'on ne doit pas personnelle, complètement oublier non plus. non, on ne peut pas. Mais c'est vrai, quand on est sportif de haut niveau, on est quand même focus Bien sûr. sur l'objectif sportif. Et du coup, je suis arrivée sur Pékin mal préparée. Donc, je me vautre, clairement. Je suis 12 ou 13e, je ne sais plus. Et là, sur les marches du stand de tir de Pékin, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas rester là-dessus, quoi. Je ne sais pas rester sur un échec. Donc, j'ai dit, bah tant pis, je repars pour 4 ans. J'étais déjà fatiguée, mais j'ai dit non. Je ne sais pas faire, rester là-dessus, je ne peux pas. Il faut que j'y retourne. Bon, bah là, pareil, hein, le clan familial, le clan sportif, les amis. Et là, on repart en bagarre et je décide de m'organiser autrement pour préparer ces jeux, pour arriver prête. C'est-à-dire que là, je mets autour de la table, une fois que le quota est gagné, que je suis quasi sélectionnée, je mets tout le monde autour de la table, ma fédération, mes employeurs. Je leur dis, maintenant, on va se mettre d'accord sur un planning. Quand est-ce que je suis libre pour le tir? Quand est-ce que je suis libre pour le pro? Et en plus, autour de ça, j'ai des amis qui me disent, ah bah attends, on a déjà pris nos places, nous, on a déjà réservé, nous, on y est, quoi. Ouais, là, je leur dis, vous êtes gentils, je suis pas encore sélectionnée. Donc, ils m'ont mis un petit coup de pression positif. Je me suis dit, je peux pas les lâcher, quoi. Et Et donc, comment c'est passé alors donc parce que ça, c'est quand même une démarche de maturité, de rassembler en ouais, fait, je dirais tous ceux qui comptent dans la préparation finalement. Comment ça s'est passé entre parce que faire rencontrer la fédération avec ton employeur, c'est quelque chose d'assez original. Je trouve que c'est formidable. ouais,
Donc, quel a été le résultat de cette démarche? Bah, très bien, parce qu'en fait, ma fédération a pris conscience que j'avais un vrai métier. C'est-à-dire que quand j'étais pas là, mon patron, il leur a dit: «Quand elle est pas là, c'est les autres qui prennent. On va pas embaucher quelqu'un juste des fois où elle est pas là, c'est pas gérable». Donc ça veut dire que c'est les autres collaborateurs qui prennent à leur charge, en plus de leur temps de travail à eux, ce que Delphine ne peut plus faire quand elle est pas là. Et puis de l'autre côté, mes employeurs ont compris qu'il y avait des exigences aussi fédérales, pour des médailles, voilà, pour une préparation bien spécifique. C'est-à-dire que la performance, elle était présente à la fois dans mon lieu de travail, mais elle était présente aussi dans mon lieu sportif. Et du coup, le fait qu'ils comprennent que moi, parce que j'avais l'impression à une époque d'être vraiment la tranche de fromage entre Ouais. les deux C'est parties du extrêmement sandwich. désagréable. Et c'est pas très agréable. Non. Et ça m'a libérée. Franchement, ça s'est très bien passé. Tout le monde s'est entendu, tout le monde a compris. Et du coup, on est parti sur quelque chose d'hyper positif. Et c'est ça aussi qui m'a guidée tout au long de ma carrière. C'est-à-dire plutôt que de parfois perdre mon temps sur mes points faibles et négatifs, j'ai toujours voulu améliorer mes points positifs, qui fait que j'avais l'impression d'être tirée vers le haut et que du coup, mes points faibles étaient moins faibles qu'avant. Mmh. Parce que comme il y avait j'étais meilleure sur mes points forts, ben les points faibles s'effaçaient progressivement en fait. En tout cas, prenaient moins de place. Et ça a été toujours ma façon de faire les choses. Alors, Je j'ai une petite m'entraînais. Oui. question, je dirais subsidiaire, c'est est-ce que tu penses que le sport féminin est plus difficile que le sport pour les hommes? Est-ce que, je dirais, en termes d'accessibilité, d'organisation, voilà, de facilités diverses, prise en compte d'ailleurs de besoins spécifiques? Alors oui, même si depuis le début de ma carrière, ça a quand même grandement évolué. Mais moi, par exemple, je ne me voyais pas avoir une maternité pendant ma carrière. Par exemple, j'ai attendu d'avoir 40 ans pour avoir mon fils. Risque quand même, hein, parce Bien que sûr, je savais que c'était quand même pas complètement gagné, sachant que les effets de la compétition sur le corps, le stress, tout ce que ça engendre, peuvent peuvent parfois compliquer, certaines choses qui peuvent paraître simples pour d'autres. Donc je trouve qu'on a progressé sur la maternité, des femmes notamment, on l'a intégré. Ça reste pas simple, hein, parce que moi qui ai quand même j'avais décidé d'arrêter après les Jeux de Londres et puis une fois que j'ai eu mon fils, en octobre 2013, quand je suis revenue au travail en février 2014, il y avait plus le tir, il y avait plus les compètes. Il y avait certes mon fils, mais la compétition, c'est autre chose. bien sûr. Et là, je me suis sentie pareil, un peu bancale. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner comment je pouvais réintégrer l'équipe de France, quels étaient les modes de sélection, mais sans accompagnement, c'est-à-dire sans détachement, cette fois-ci pour le sport. Et du coup, j'ai compris ce que c'était de partir en compétition, de laisser son enfant en bas âge, de revenir. Ça a duré jusqu'en juillet 2017, où là, mon fils n'en pouvait plus. Il avait commencé à bien grandir et il se rendait bien compte de mes absences. Et du coup, là, à un moment donné, il y a un sentiment de culpabilité, puis surtout que je m'étais promis d'arrêter. D'arrêter Bien sûr. parce que j'avais un enfant à élever et mon mari aussi, qui quand même, je passais quand même beaucoup de temps entre le travail et les compètes. Bah après, il reste quand même beaucoup moins de temps pour la vie familiale. Et c'est là que j'ai vraiment pris la décision d'arrêter pour pouvoir me consacrer à eux, en fait. Et du coup, je me dis, je tire mon chapeau aux femmes d'aujourd'hui qui sont capables d'élever un enfant et de partir en compétition et de gérer ça. Moi, personnellement, je m'en sentais pas trop capable. J'avais du mal à donner autant, à répartir en fait toute mon énergie sur tous ces aspects-là. Il y a l'aspect matériel, mais il y a aussi beaucoup l'aspect affectif, Bien l'aspect sûr, un enfant, ça ne se vit pas 36 fois. Et non. donc, Et il y a c'est des effectivement des choix assez difficiles. Ouais. C'est ça, et puis l'enfant quand il grandit, enfin, il y a des choses qui se passent. Et surtout quand ils sont petits, il y a tellement de choses qui se passent. Alors, est-ce qu'il va faire du tir, cet Et enfant? alors cet enfant, il fait du golf pour l'instant, au golf de la Boulie, Très bien. déjà.
Et il fait du badminton. Bon, il le fait pas ici, hein, parce que c'est vraiment trop loin, donc il le fait plutôt près de chez moi. Et il fait un peu de tir de manière occasionnelle. Je l'ai pas forcément poussé vers cette activité-là parce que je souhaite qu'il découvre d'autres sports. Je Ça souhaite tombe bien, que c'est ce que veut faire le Racing Club de France dans son ben projet. et ben voilà, Et c'est donc, exact donc on est bien dedans. proposer beaucoup de disciplines pour que les enfants puissent avoir le choix et ne pas avoir une seule offre. Faut pas que ce soit un choix des parents. Non. Et du coup, effectivement, l'offre est importante. Moi, je vois que dans un autre domaine, mon fils s'intéresse aux échecs. Donc, j'essaie de lui trouver un club d'échecs parce que franchement, ça ressemble aussi beaucoup au sport de haut niveau, hein. Ça Oui. demande quand même un entraînement, donc c'est proche du sport. C'est un peu différent, mais ça reste pour moi, ça peut s'apparenter au sport. Donc, effectivement, l'offre est hyper importante et il faut aussi que les parents soient capables de pas pousser un enfant vers un sport qu'il n'a pas envie de pratiquer, même si c'est le rêve de gosse des parents. Il faut faire Ouais. attention à ça. Et c'est pour ça que moi, je ne le pousse pas, je l'empêcherai absolument pas. Au contraire, s'il a envie, on sera derrière lui. Mais je préfère qu'il découvre. Il a fait du judo, il a fait de l'escrime. Voilà. Pour l'instant, moi, je pense qu'à l'âge qu'il a, là, il vient d'avoir 10 ans, on est encore dans de la découverte. Il y a des sports qu'il fera jamais. Il a essayé la gym, mais il est vraiment pas taillé pour faire de la gym. Il est plus taillé pour le rugby que pour la gym. Donc, j'essaye de le pousser à faire des sports co. Il n'est pas prêt pour l'instant. Mais pour moi, c'est important que l'enfant soit en capacité de pratiquer à la fois un sport individuel et un sport co, parce que c'est très complémentaire. Et dans le sport individuel, on travaille en équipe, Bien de sûr. toute façon. Alors Delphine, en conclusion, un dernier petit mot. Qu'est-ce que, dans cette période 100% olympique, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux sportifs, aux sportives? euh, Quel conseil s'il y avait un conseil à leur donner, quel serait le conseil que tu leur proposerais, leur formulerais? Alors, moi, personnellement, ce serait de jamais abandonner l'objectif qu'ils se sont fixés, d'y croire, parce que si on s'est fixé un objectif, on se l'est jamais fixé par hasard. Donc ça veut dire qu'on est en capacité de le réaliser. Et c'est vrai que parfois il y a des embûches, mais il faut rien lâcher, parce que c'est après les difficultés qu'on profite pleinement de l'atteinte de cet objectif. Ben, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Delphine et donc à très bientôt. À très bientôt.